Bonsoir à toutes et à tous. Merci à ceux qui nous ont déjà rejoints. Il y a Sébastien Crazy Chrysler. Pardon? Crazy Chrysler, si je prononce bien. Je sais pas, 200, ça veut dire quoi? Ben, je ne sais pas, il faut lui poser la question. Ah d'abord, bonjour, hein, excusez-moi. Et Domi. Bonjour, hein, elle m'interrompt tout le temps. Bonjour à tous et à toutes. C'est ce qu'il faut dire. Oui. Bonsoir, monsieur le député européen. Bonsoir, madame Marple. Alors, quels sujets ont retenu votre attention cette semaine? Ah là là, mais quelle semaine, mon oui, Dieu. épouvantable. Moi, je n'en peux plus. Hein. Il faut être solide pour tenir le coup dans cette époque. Hein. Épique, époque, et toc. Éthique et tac. Et tac. Bon, on est bien parti. Je sens que ça va être grave. Et pourtant, nous allons aborder des sujets très sérieux. Nous allons d'abord parler du voile et de la tragédie iranienne, puis de la gifle, de la main courante qui court comme la rumeur. Et puis enfin, alors là, sujet grave, nous évoquerons non pas avec vous, puisque vous céderez votre place à Arthur, nouveau venu dans l'émission, nous allons évoquer la question ô combien dramatique, angoissante, préoccupante de l'Ukraine, avec le rôle affolant que joue Ursula von der Leyen, qui souffle sur les braises tant qu'elle peut, au point de nous foutre le feu. Hein. Voilà les trois sujets que nous allons aborder, et en répondant bien sûr aux questions qui pourraient être posées. Allez, on entre dans le vif du sujet. Oui, alors malheureusement, Mahsa Amini avait 22 ans. Elle est morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs en Iran pour port de vêtements inappropriés. Alors, moi, je me pose la question, je vous pose la question, et je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire un port de vêtements inappropriés? Alors, comme je n'appartiens pas à la police des mœurs... Dieu merci. Je ne peux pas vous répondre. En outre, je ne suis pas spécialiste du droit pénal de la police des mœurs. Mais on sait, par ce qui nous a été rapporté, et nos amis qui nous écoutent le savent peut-être ou peut-être pas, que le reproche qui était fait à cette jeune femme, c'était d'avoir un foulard mal ajusté. Elle portait le foulard, elle était donc dans le respect de l'obligation, mais son foulard laissait apparaître le crime, l'outrage de quelques cheveux, et cela constitue un port de vêtements inapproprié. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que... Enfin, extraordinaire, non. Ce qui est quand même effrayant, c'est qu'il existe une police des mœurs. Eh oui. Et vous me direz, nous, on avait depuis 1747, mais c'était quand même une autre époque, la brigade des mœurs, qui après est devenue la mondaine. Mais cette police-là ne poursuivait pas la pratique des mœurs, elle s'occupait essentiellement des vous n'avez pas connu ça, vous? Femmes légères, peut-être. Oui, non, des bordels. Oui. Des bordels. On appelait les femmes légères, on les appelait des horizontales aussi. Voilà. Tout ça, c'est une époque révolue, une époque lointaine. Marthe Richard y a mis un terme, puisque c'est elle qui a fait fermer les maisons closes. Mais ça n'a rien à voir avec la police des mœurs qui sévit actuellement en Iran. C'est une police du comportement, une police religieuse. Oui, mais d'ailleurs, la loi a été renforcée en juillet dernier. Oui, la loi a été renforcée en juillet dernier. C'est l'obligation de se vêtir, d'avoir un vêtement qui ne montre pas le plus petit morceau de peau, qui ne montre pas la plus petite bribe de cheveux. Les femmes iraniennes ne savent pas ce que c'est que d'avoir les cheveux dans le vent. Eh oui. Donc c'est un horrible carcan juridique qui enferme les femmes dans cette législation moyenâgeuse que tout le monde devrait combattre. C'est certain. Alors justement, est-ce que vous trouvez que la réaction en Europe a été à la hauteur de cet événement dramatique? Ah non, non. Je dirais même que l'Union européenne
On parle de l'Union européenne parce que c'est elle qui dicte tout. Oui. L'Union européenne fait même de la propagande en faveur du voile. Regardez cette image qui est une image de publicité faite par l'Union européenne pour la conférence sur l'avenir de l'Europe. Enfin, l'avenir de l'Europe, c'est une petite fille voilée. Eh oui. Donc n'attendez pas de l'Union européenne qu'elle condamne cet instrument de soumission. Vous vous rendez compte, l'avenir est entre vos mains. L'avenir est entre vos mains, l'avenir est sous un foulard, même si le foulard fait mode. Oui, les vêtements font mode. Oui. Voilà, mais non, mais c'est très inquiétant de voir cette image parce que le foulard est présenté sous un aspect très proche de la gravure de mode, c'est-à-dire qu'on intègre l'archaïsme le plus absolu dans ce qui véhicule, à savoir que la chevelure de la femme serait en soi une provocation, un appel à la luxure sous des dehors de modernité. C'est-à-dire qu'on fait de l'archaïsme le plus absolu sous une apparence de modernité. Mais ça participe de la propagande pour le port du voile. Et puis quand même, l'Union européenne, avec l'Ursula. Alors Ursula, excusez-moi. Je vous en prie. J'allais dire, est-ce que Ursula a réagi? C'est justement ce que j'allais vous dire. Ursula, qui parle tout le temps, surtout quand il s'agit d'activer la guerre, n'a pas dit un mot, sauf erreur de ma part. Le silence d'Ursula est un silence coupable, complice. Enfin, une jeune femme meurt parce qu'elle ne respecterait pas les règles de la police des mœurs en ayant sur la tête un voile inapproprié, et une femme qui préside la Commission européenne se taire, c'est insupportable. Et le Quai d'Orsay, non. Il s'est contenté de faire un communiqué administratif, froid, dans lequel n'éclate aucune indignation. C'est insupportable. Et puis Macron à Strasbourg. Ah, vous voulez parler peut-être de sa position sur le féminisme? Oui, mais je crois qu'on a une vidéo du reste, il me semble. Oui. On va la regarder. Est-ce que vous êtes féministe? Ah oui. Ah, ça c'est bon alors, monsieur. Merci pour le discours européen. Ce qui est beau. Je vous ai écouté. Non, ce qui est beau. Vous êtes féministe? Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité Je femmes-hommes? suis pour l'égalité femmes-hommes. Je peux me permettre d'être indiscret? Oui. Vous portez un voile par choix ou vous imposez? C'est par choix. Non, mais c'est Totalement par choix, monsieur. parce qu'il y a les caméras. Non, je vous le dis parce que Totalement par choix, monsieur. avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, il y a Madame Le Pen qui dit « Le voile sera interdit sur la place publique avec moi ». Moi, je la trouve ignoble, cette vidéo. Ignoble. Franchement, ignoble, parce que Macron profite de la situation pour apporter son soutien au voile et en faisant croire qu'il est compatible au féminisme, avec le féminisme. Je me permets de préciser quand même que ce sont des images d'archives. Hein. Oui, la bien déclaration, ça n'est pas dans non, le contexte c'est de pas la semaine. concomitant. Voilà, non, voilà. Vous avez raison de le préciser. Ce n'est pas en lien avec l'affaire dramatique dont nous parlons, mais cette antériorité est encore plus grave. Ah oui. Elle est encore plus grave. Et qu'il ose enrégimenter le féminisme dans le port du voile, qu'il ose justifier cet instrument de soumission de la femme. En tout cas, c'est ce que nous disent les Iraniennes. Sous les drapeaux du féminisme, c'est scandaleux. On ne peut pas prétendre qu'une femme qui porte le voile défend la femme. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si elle a envie de porter le voile, elle porte un symbole de soumission de la femme. Et vouloir faire croire qu'elle est féministe, c'est mentir. C'est mentir absolument. Une preuve de ce que je dis. Oui. Une preuve que le voile
est un instrument politico-religieux, un instrument symboliquement angoissant. C'est ce que disait l'ayatollah Khomeini. Le voile des femmes représente le sang des martyrs. Le voile des femmes, disait l'ayatollah, représente le sang des martyrs. Et elles doivent, au nom du féminisme, d'après Macron, porter ce symbole du sang des martyrs. Non mais où on est, hein. D'ailleurs, c'est Khomeini qui avait réimposé le port du voile. Oui, c'est Khomeini qui avait... Historiquement, si mes souvenirs sont bons... En 36. Voilà, c'est ça. En 31 ou 36, ça avait été... Il était interdit. Oui, comme instrument anti-moderne. Anti-moderne. Ce qui en disait long déjà sur la perception que le pouvoir avait de ce vêtement ensevelisseur. Et ça se passe en Iran, mais est-ce que vous croyez qu'un jour, la charia pourrait s'appliquer en France? Tout peut arriver. Tout peut arriver avec les gens qui nous gouvernent. Tout peut arriver avec les complicités qui s'entremêlent. Quand vous pensez qu'une enseignante a été menacée après avoir demandé à une lycéenne de retirer son voile, une enseignante menacée après avoir demandé à une lycéenne de retirer son voile. Mais tout le monde aurait dû bondir. Oui. Tout le monde aurait dû réagir. Et le grand frère, attendez, non mais le grand frère lui a dit « Je vais te défoncer, tu vas voir ce qu'il va t'arriver, je vais te défoncer. Si quelqu'un demande à ma sœur d'enlever son voile dans la rue, je le tue. » Non mais l'incarcération aurait dû être éminente. On est dans le pays de Samuel Paty. Oui. On est dans le pays où on égorge un professeur. Et on peut dire ça sans qu'immédiatement il y ait une réaction fulgurante. Moi, je vous dis que les choses se passent d'une manière très inquiétante, jour après jour. C'est vrai que dans certains quartiers, déjà aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas se promener en mini-jupe. Mais on a des témoignages qui sont abondants là-dessus. Et oui, non, mais c'est en fait. Et alors, vous avez vu, ça se fait petit à petit, lentement, comme le jour se fait après la nuit, lentement. Ça se fait ici, ça se fait là, un événement, on dit rien, et puis un autre, on dit rien, et puis un autre, on dit rien. Et progressivement, tout un système s'étend. Et les femmes qui voudraient réagir dans les cités, elles ne peuvent pas. Elles sont abandonnées. Abandonnées, ne serait-ce que par un président de la République qui vient qualifier de féminisme, en quelque sorte, le port du voile. Alors, bon, les féministes... Mais Florence, oui. il y a 20 ans, la question ne se posait pas. Oui. Non, mais c'est bien la preuve qu'il y a une instrumentalisation du phénomène, une utilisation politique du phénomène. Sinon, cela ferait des années et des années et des années et des années que la question se poserait. La faute aux imams intégristes. Pardon ? La faute aux imams intégristes. C'est qui l'imam intégriste ? Les imams intégristes. Oui, mais on les a laissés tranquilles. Oui. Alors, vous parliez de féminisme, justement. Alors, selon elle, en France, le voile, ce serait une affaire de choix. Vous parliez tout à l'heure de ça, et qui participerait à l'émancipation des femmes. Et est-ce que vous ne pensez pas que cette position des féministes, des bobos gauchistes, porte préjudice à ces femmes qui se battent justement pour la liberté, celle de ne pas porter le voile ? Mais essentiellement, leur silence est le serviteur de la soumission, là. En ne réagissant pas comme elles devraient réagir, en ne hurlant pas comme elles devraient hurler. Elles ont quand même l'habitude d'occuper les plateaux, de dénoncer ceci, de dénoncer cela. Là, on ne les entend pas. On ne les entend pas. Bon. Et il faut, pour comprendre la gravité de ce silence, pour comprendre les conséquences de ce comportement, il faut lire ce que disait la militante iranienne Massi. Je vais vous le lire. On l'a sous les yeux. Tenez, lisez-le, ça va vous défier. Oh, comment ça décide ? Vous avez l'air un peu ailleurs, là, pour ça. Pas du tout, pas du Alors, tout. Je regardez, pense en juste Iran... à cette pauvre Iranienne. Alors, en Iran, on m'a dit que si je ne portais pas le hijab, je serais expulsée de l'école, emprisonnée, fouettée. Alors, expulsée de l'école, oui. Emprisonnée, fouettée, battue, expulsée de mon pays.
Rien que ça. Hein. Voilà. Rien que ça. À part ça, c'est une preuve de liberté. D'émancipation. C'est de toute évidence la preuve que le féminisme est respecté. Hein. Et elle ajoute, en Occident, me dit-on, partager mon histoire provoquera l'islamophobie. Et voilà l'argument qui revient. Voilà. Voilà, si tu parles, tu vas provoquer l'islamophobie. D'où le fait que cet argument de l'islamophobie, il a bien été mis en place pour faire taire. C'est un silencieux sur l'arme qui blesse et qui tue. C'est pour empêcher les témoins de parler. Et elle termine en ajoutant « Je suis une femme du Moyen-Orient et j'ai peur de l'idéologie islamique. Laissez-nous parler. » Laissez-nous parler. Voilà. Ça devrait être le nom d'une association. Oui. Laissez-nous parler. Tout à Mais on veut les empêcher de parler. Et le silence des associations dites féministes prouve bien qu'il y a une complicité du silence. Laissez-nous parler, qu'elles témoignent, qu'elles disent. Et n'oubliez pas, pour conclure, n'oubliez pas ce qu'a dit Roménie, le voile des femmes représente le sang des martyrs. Arrêtez de vous raconter des histoires. Arrêtez, c'est de la propagande. C'est une manière d'occuper l'espace. C'est une manière de faire de la politique vestimentaire. Écoutez ces femmes qui vous supplient qu'on les laisse parler. Alors, la transition n'est pas facile. Vous parliez de silence, et là, c'est plutôt de bruit. Mais ça concerne les femmes aussi. Ça concerne les femmes. C'est quand même cette gifle qui a fait un bruit retentissant. Alors, vous, quelle explication donnez-vous à la fois sur le plan, on va dire, sociologique, politique, au retentissement qu'a eu cette affaire? Mais c'est une violence, une gifle, indiscutablement. C'est une violence. Mais c'est une violence que la France insoumise a cherché à minorer. Il suffit d'écouter les explications de Bompard pour se rendre compte qu'ils ont voulu établir, avec maladresse, une espèce de hiérarchie dans la violence faite aux femmes. Vous allez voir, on va l'écouter, c'est un témoignage intéressant qui va nous aider à réfléchir là-dessus. Je ne minimise pas les faits dont il est accusé. D'ailleurs, lui-même, je crois, les a reconnus. Lui-même a dit qu'il n'était pas acceptable. Il a présenté ses excuses. Donc non, je ne les minimise pas. Après, j'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable. Mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Non, mais vous vous rendez compte dire que la gifle est acceptable... Acceptable. Non, il ne dit pas qu'elle est acceptable, il condamne. Mais dire que... Non, mais dire que enfin, il a du mal à traduire son idée. Une gifle, c'est pas tabasser. Voilà, une gifle, c'est pas tabasser. Non, bien sûr. Encore heureux. Encore heureux. Non, mais donc, ça veut dire que... vous me direz, on commence peut-être par la gifle et on finit peut-être par le tabassage. Hein. Oui, peut-être. Mais c'est absolument incroyable qu'il puisse, comme argument, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... trouver l'idée qu'il y aurait une hiérarchie dans la violence faite aux femmes. C'est sûr que c'est moins grave de frapper que de tuer. Mais la loi le dit, bien évidemment. Bon. Oui, je vois que vous avez des questions à me poser. Non, c'est pas tant une question qu'un commentaire de Gustave Doré. La NUP est la caméra cachée la plus réussie de l'histoire de la politique française. Il n'a pas tort. Oui, je ne comprends pas ce que ça veut dire, excusez-moi. Si, la caméra cachée, c'est... Je veux dire, ils sont tellement capables de sortir des... Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, on est très étonnés. Mais ce qui me choque le plus, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Le député gifleur, Quatennens. Hein, écoutez-le à l'Assemblée. Il va prononcer une phrase qui marque ce qui va lui arriver. Vous allez voir, écoutez bien, écoutez-le, c'est passionnant, parce qu'il est dans son avenir. Oui. Il lit dans l'avenir. La boule de cristal, oui. 118, qui depuis début de l'année 2019 ont été tués, soit par leur conjoint, ou, et c'est aussi largement l'objet de notre discussion actuelle, leur ex-conjoint.
La question que je me pose à cette heure et que la représentation nationale se pose également, c'est combien de ces cas aurions-nous pu éviter? Parmi ces 117, 118 femmes, une proportion significative d'entre elles avaient porté plainte, avaient déposé des mains courantes. Il y a donc parmi ces 118 féminicides un nombre significatif de cas qui étaient prévisibles et qui n'ont pas été prévenus. Votre réaction? Ben voilà, le mot main courante est prononcé. Bon, c'est lui-même qui le dit. C'est prémonitoire, je ne sais pas. C'est prémonitoire. C'est tout à fait étonnant. Bon, cela étant... En tout cas, ce qui me frappe, si vous voulez, si je puis dire, c'est le cas de le dire. Tiens, c'est le cas de le dire. Ce qui me frappe, c'est l'hypocrisie, voilà. Oui. C'est l'hypocrisie. Je me méfie de plus en plus des pères ou des mères de la morale. La tartufferie est la pire des choses, quoi. Vraiment, je préfère un vrai voyou à un authentique faux cul. Ces gens-là sont des marchands de mensonges, des marchands de morale frelatée, quoi. C'est ça qui est insupportable. À tout pécheur miséricorde. Bon, si tant est que le mot pécheur soit permis aujourd'hui. Mais l'hypocrisie, c'est ça qui est insupportable, quoi. Méfiez-vous de ces donneurs de leçons. Oui, d'autant qu'on se souvient que LFI a mis en place un comité de suivi des violences sexistes. Oui, donc non, mais on ça, se c'est une demande machine à laver. voilà, à quoi ça C'est sert. une machine à laver le linge sale en famille. On met le linge sale dans la machine, et puis il sort essoré, blanchi, propré. On n'a pas de problème. On a les blanchisseurs et les blanchisseuses chez soi. Bon, alors, loin de moi l'idée de défendre M. Quatennens, mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que cette affaire aurait dû rester de l'ordre du domaine privé? Ben ça, c'est la bonne question. Alors, je vais vous dire une chose, je suis très emmerdé pour répondre honnêtement. D'un côté, avec ses déclarations, avec ses leçons de morale, avec son ton accusateur à l'égard des autres, avec cette espèce de montée permanente dans les sermons, il cherche. Et quand il trouve, on a envie de se dire, bien fait pour sa gueule, quoi. Il aurait dû être plus humble, plus modeste. Mais moi, je trouve que la justice n'existe plus. Elle arrive avec Du retard. Un retard fou. Il est jugé, ce mec. Il est condamné. Il n'y a pas eu de contradictoire, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'échange de preuves, il n'y a pas eu de plaidoirie, il n'y a pas eu de réquisitoire, il n'y a pas eu de droit de la défense. C'est ça qui me préoccupe. Et je trouve que cette société du jugement immédiat, du jugement médiatique, de l'exposition publique, du carcan, vieille peine, où on exposait le coupable sur la place publique pour qu'il se prenne dans la gueule des choux pourris, des tomates fatiguées, revient. Alors de notre côté, c'est la leçon des tartuffes. Mais moi, j'aime pas la justice privée. Je l'aime pas. Je l'aimerai jamais. Je l'aimerai jamais parce que je crois à la présomption d'innocence, je crois au débat, je crois à la discussion des preuves, et cette espèce de justice rapide, étalée, me dégoûte. D'un autre côté, quand je vois qu'un tartuffe se fait entartuffer, je ne peux pas être mécontent, vous voyez. Autre question aussi, puisque vous êtes député européen, comment est-ce que l'Union européenne s'est saisie de cette question des violences faites aux femmes? Ah mais quelle blague! Ah mais quelle blague! On a la fameuse convention d'Istanbul, convention élaborée au sein du Conseil de l'Europe. Déjà, Istanbul, Turquie, droit des femmes... Mais elle a été présidée, cette commission, par un Turc. Vous me direz... Les Turcs sont partis. Ils ont quitté. Il y avait 37 pays signataires et les Turcs ont quitté la convention. Voilà. Parce que moi, il me semble en que 2021. il me semble que les femmes ne sont pas si heureuses que ça en Turquie Non, aujourd'hui. on a des chiffres qui sont assez préoccupants, assez inquiétants. Mais vous comprenez, tout est dans l'apparence. Voilà. Il y a à l'Union européenne, dans le cadre du Conseil de l'Europe, une convention d'Istanbul. Bon, voilà, qui n'a rien du tout chamboulé. Et
et qui a été présidée par la Turquie, qui maintenant ne fait plus partie de la Convention. Voilà. L'Union européenne est belle dans les apparences. Il y a plein de papiers, plein de conventions, etc., etc., etc. Oui, plein de paperasses et voilà. Alors, pour le moment, Quatennens s'est mis en retrait de son travail parlementaire. Hein. Oui. Est-ce que vous trouvez, vous, qu'il faudrait l'exclure de l'Assemblée? Ah bon, on ne peut pas. Ah, on ne peut pas. Ni juridiquement, ni constitutionnellement, on ne peut l'exclure. Bon. Même le tribunal ne peut pas l'exclure. Tout ce qui pourrait être fait, c'est qu'il soit frappé d'une inéligibilité pour l'avenir. Il n'y a que lui qui pourrait, en son âme et conscience, le mot âme n'est plus à prononcer, puisqu'il ne figure plus dans le serment que prêtent les jurés. Tiens donc. L'âme, ah oui, l'âme a disparu. C'est très laïque, très laïque. L'âme a disparu, voilà, il Oui, n'y a plus oui. que la conscience. On se demande du reste pourquoi il garde la conscience. Hein. Bon, mais il n'y a que lui qui pourrait décider de quitter l'Assemblée. Mais personne ne peut l'obliger à quitter l'Assemblée. Alors, moi, j'ai envie de vous remontrer quand même une image, c'est celle de Mélenchon qui fait des mains courantes aussi. Ah oui, elle est très drôle. Regardez, vous allez voir. On la voit là en incrustation. Voilà, bon, il était interrogé hein, sur Moi, l'affaire Quatennens. Ce que je trouve extraordinaire, c'est la tête du journaliste qui est époustouflé, Oui. qui recule comme s'il était touché par l'électricité du diable. Oui, bah justement, enfin, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais bon, moi j'avais vu la vidéo en entier et il faut dire quand même que le journaliste l'a suivi dans la rue pendant au moins 10 minutes. Ah non, ils sont terribles ah quand non, même. Ils sont hein. détestables, ils sont détestables. Oui. Non, mais surtout les missions de Barthès, quoi. Ils sont à la recherche tout le temps de la petite provoque pour faire 3 ou 4 téléspectateurs de plus, quoi. C'est un geste humiliant pour le journaliste. Hein. Oui, Hein. Du reste, il n'a pas réagi. Hein. pense qu'il a Mais été, ce que je trouve marrant, c'est que dans une affaire de main courante, finalement, c'est la main de Mélenchon qui a le dernier mot. si on peut dire, oui. Voilà. Moi, le dernier mot, en tout cas, sur le sujet, c'est un commentaire d'Antoine Choucroune. La gauche est à la hauteur de son histoire. Oui, c'est pas mal. Hein, la gauche est à la hauteur de son histoire. C'est pas mal, c'est vrai. Et elle montre surtout qu'elle est capable de faire preuve d'une incroyable hypocrisie. Et elle est rattrapée. Elle est rattrapée d'une part par les leçons qu'elle donne et d'autre part par son hypocrisie. C'est le retour du refoulé. Du refoulé. Bon, on va passer à la question européenne, mais avant, un petit zapping de l'actualité. Ministros que ya están siendo ejecutadas en Ceuta, con la colocación de malla antitrepa en algunos puntos del vallado antitrepa. Bonjour Arthur, bienvenue dans l'émission. Hein, Bonsoir, monsieur le député européen. Appelez-moi Gilbert, c'est plus simple. Hein. Très bien, Gilbert. Pour la question, on peut vous appeler Arthur, moi. Sans problème. C'est un très joli prénom, Arthur. Merci C'est beaucoup. très médiéval, je trouve. Bon. Mes parents apprécieront. Ouais, voilà. Alors, je vous écoute. Monsieur le député européen. Non, appelez-moi Gilbert. Gilbert, excusez-moi. Cette semaine, le président russe a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes. Il n'a également pas exclu d'utiliser l'arme nucléaire si les territoires russes étaient menacés. Que pensez-vous de ces annonces ? D'abord, si vous permettez, je crois que c'est nécessaire, même si nos amis qui nous écoutent connaissent bien la situation, le problème, de recadrer un peu ce qu'est le cadre historique, géopolitique de l'affrontement généré par la Russie, affrontement entre l'Ukraine et la Russie. Tout à fait. Tout commence en définitive en 1991, dans le fracas incroyable de ce géant qui tombe à terre, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, avec, dans la foulée, bien évidemment, la chute du mur de Berlin, dit par Willy Brandt, mur de la honte, et
qualifié de rideau de fer, sauf erreur de ma part, Par Churchill. par Winston Churchill. Bon. À ce moment-là, la guerre froide, qu'on avait du reste dû mettre dans un frigidaire, puisqu'elle ressort maintenant, s'arrête. Il n'y a plus d'affrontement entre l'Union soviétique et l'Amérique. Et donc l'OTAN, qui est le bras armé caché de l'Amérique, n'avait plus de raison d'être. Les Russes, dans leur désengagement de l'Union soviétique, mettent un terme au pacte de Varsovie, qui était le pendant de l'OTAN. Qui, selon vous, donc, n'avait plus de raison d'exister. Qui n'avait plus de raison d'exister, mais eux, ils jouent le jeu. L'URSS... Voilà, mais eux jouent le jeu. Ils mettent un terme au pacte de Varsovie, et il y a les fameux accords de Minsk qui ne sont pas respectés. Et il y a l'OTAN qui continue, sous tutelle américaine, à avancer, à se consolider, à, d'une manière obsidionale presque, se rapprocher de la Russie, ce qui, depuis toujours, constituait, on le savait, un cas d'aggravation des relations. Et on a un témoignage tout à fait extraordinaire. D'un monsieur maintenant assez D'un connu. monsieur maintenant âgé, mais à la tête de la première puissance mondiale, l'Amérique, c'est Joe Biden. Regardez-le, il s'exprime il y a de cela quelques années, je crois que c'est en 1997, sauf erreur de ma part. Tout à fait, il était sénateur du Delaware à l'époque. Voilà, et vous verrez que les archives, elles, ont bonne mémoire, et elles sont capables d'entartuffer les hommes politiques qui les oublient. Écoutez, c'est un document, regardez Je plutôt. vais le lire. Voilà, parce qu'il parle en américain, bien sûr. Je pense qu'à court terme, la chose qui susciterait la plus grande consternation en termes de relations OTAN-Russie et États-Unis-Russie serait l'admission de ces pays dans l'Alliance. Si une chose devait faire pencher la balance en Russie en termes de réaction vigoureuse et hostile, je ne veux pas dire militaire, ce serait cela. Ah, dites donc, il a eu des moments prophétiques de grande lucidité. S'il a du mal aujourd'hui à suivre sa boussole quand il se déplace sur une estrade, à l'époque, il voyait juste, et hommage lui soit rendu, parce que tout est dit. Tout est dit. Et il parlait même de questions militaires. Tout est dit. Et on a là, dans les explications que donne Joe Biden, on a là toutes les clés de ce conflit tragique, aux conséquences absolument imprévisibles aujourd'hui. Surtout quand on voit l'environnement belliqueux qui entoure politiquement ce drame, cette guerre. Cet environnement belliqueux, d'ailleurs, il se témoigne par des paroles d'Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, le président français qui a appelé à mettre le maximum de pression sur Vladimir Poutine, ou Ursula von der Leyen qui ne veut surtout pas entendre parler de cessez-le-feu. Non, ça c'est incroyable. Alors, bon, Macron, lui, il s'exprime à l'ONU devant un hémicycle vide. C'est le vide du verbe dans le bide le plus complet, quoi. C'est le symbole, finalement, de notre diplomatie qui... déclassée. Se déclasse. Qui n'intéresse plus personne. Non, mais c'est horriblement humiliant de voir un président de la République parler devant une salle aussi vide. Il ne représente rien, plus rien. Et du reste, il a dû s'en rendre compte parce qu'il a prononcé un discours très agité, comme s'il voulait donner l'impression que le peu de monde, qui du reste l'écoutait pratiquement pas, hein, n'avait pas tellement d'importance dans l'impact sur son propos, ce qui n'est pas vrai. Mais ça, c'est la salle vide, c'est le vide. Mais quand même, moi, ce qui me préoccupe, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le propos d'Ursula von der Leyen qui dit non au cessez-le-feu, non à la paix. Même elle ne veut même pas entendre parler des propositions. Voilà, elle ne veut même pas entendre parler des propositions, c'est-à-dire qu'elle veut la guerre, elle ne veut pas la paix. Mais de quel droit? Mais qui est-elle? Mais d'où vient-elle? Quand elle était ministre des Armées en Allemagne, elle a été accablée de critiques, de reproches. Qui est-elle pour parler au nom des chefs d'État européens? Il n'y a plus de chefs d'État en Espagne? Il n'y a plus de chefs d'État en France?
Il n'y a plus de chef d'État en Italie, jusqu'à dimanche peut-être. Il n'y a plus de chef d'État en Grèce et ailleurs. Non mais, comment peut-elle se permettre de s'octroyer ce pouvoir d'être celle qui parle au nom de tous les pays? Cela veut dire qu'on n'a plus aucune souveraineté, puisqu'on n'a plus aucune parole, même sur le droit de paix et le droit de guerre. Mais de quel droit? Qui est-elle? Elle n'a pas été élue. Elle n'a pas été élue. Elle est là quasiment grâce au piédestal que lui a fait Macron en se courbant. Et pourtant, elle vient dire pas de cessez-le-feu. Vous vous rendez compte? Non, mais elle nous entraîne d'abord dans des sanctions qui se retournent contre nous. C'est pas elle qui va se geler. Des dépenses également. Des dépenses. C'est pas elle qui va se geler, parce qu'il faut quand même, vous avez raison de parler de dépenses, il faut quand même savoir qu'on est devenu co-belligérant d'argent. Maintenant, on est co-belligérant de slogans, de mots d'ordre. Mais on l'a été d'abord et avant tout par une aide matérielle. La France, qui a tant de pauvres, tant de malheureux, tant de nécessiteux, où dans les hôpitaux on attend pendant des heures d'être soigné. Une vieille dame de 89 ans, ancienne résistante, a attendu 18 heures, elle l'a raconté, alors même qu'elle est aveugle. Bon, la France a donné 233 millions pour une guerre qui ne nous concerne pas. Et pourtant, nous ne sommes pas le pays le plus dépensier dans cette guerre. Non, il y a mieux, les USA, mais eux 25 milliards. Ça dit tout, quoi. La machine de guerre américaine. Ça dit tout. Les Américains font la guerre par personne interposée, par souffrance, par privation interposée. Bon, il paraît qu'ils ont acheté plein de territoires en Ukraine. Hein. Ah, vous nous l'apprenez. Oui. Je l'ai lu et c'est vérifié. La Grande-Bretagne, 4 milliards, là, j'en reviens pas. Du reste, je me demande s'il ne faut pas vérifier les chiffres, parce que j'en reviens pas. La Pologne, 1,1 milliard. L'Allemagne, 1,2 milliard. Et l'Europe, 2 milliards d'euros pour aider les États membres à fournir des équipements. L'Europe, ce n'est pas la paix. L'Europe, c'est l'épée. Voilà la réalité. Et on nous a vendu dans tous les débats, dans toutes les réunions, dans toutes les conférences, cette Europe, quand nous ayant apporté la paix, elle nous a apporté l'épée, la guerre. Sur ces bonnes paroles, l'Europe, ce n'est pas la paix, c'est l'épée. Je pense que nous pouvons nous quitter. Merci à tous. En espérant que la semaine nous apportera de bonnes nouvelles et qu'il n'y aura pas, comme je le crains, une accélération. Vous avez posé la question de la guerre nucléaire. Je n'y ai pas répondu. Je vais le faire avant qu'on conclue, si vous le permettez. Très bien. Je pense que c'est une partie de poker. Mais si on devait toucher au territoire russe, on peut craindre une offensive nucléaire, je pense. Les Russes, vieux pays, qui travaillent dans la patience depuis toujours, ne laissera pas son territoire attaqué. Là, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, on a tous intérêt à être extrêmement intelligents et beaucoup plus porteurs de paix que porteurs d'épée. Très bien. Bien, merci, en espérant. Merci Arthur d'être venu. Vous serez entendu. Et à la semaine prochaine. Donc, à la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et la rediffusion de cette émission est également disponible sur YouTube dès la conclusion de celle-ci. Bonne semaine. Soyez joyeux, soyez prudents, soyez attentifs à l'actualité et puis renseignez-nous si vous avez des infos à nous donner. Tiens, pour conclure, on va quand même donner une info qu'on vient de recevoir. Hein. Il semblerait que le frère de l'imam dont j'ai oublié le nom, Iqoussen, j'arrive jamais à prononcer son nom, soit policier et qu'il ait été mêlé, d'après La Voix du Nord, à une histoire de bagarre. Bon, comme quoi, c'est pas un flop de plus pour Darmanin, c'est un flic de trop. Allez, sur ce bon mauvais mot, à bientôt. Très bientôt. Thank you.